Donc, je disais que c'est Reda Benkiran qui a amené ici son ami Grégory Chaitin pour faire un compliment. Grégory Chaitin m'a dit en privé que Reda était une des personnes qui comprend le mieux au monde son travail. Vous voyez, grand compliment pour Reda, qui est donc à la fois un sociologue et un théoricien de la complexité, et qui a écrit un livre justement sur les vertiges et promesses de la complexité, où il y a Grégory Chaitin, Stuart Kaufmann et d'autres. Il est aussi très proche d'Edgar Morin, et donc je vais lui demander de nous parler justement de comment trouver le sens à travers un monde qui peut paraître, la complexité peut paraître le désordre, le non-sens. Et donc, encore une fois, c'est grâce à lui que nous avons eu la possibilité d'avoir Grégory Chaitin, et donc je le remercie beaucoup de venir. Reda. I'm very pleased to intervene after my friend Greg Chaitin. I'm working on the topics of complexity for more than 25 years. I've conducted many directive interviews, long conversation. I played brain tennis with hundreds of scientists. And regarding the approach of complexity, I think that if I have to indicate only one person that would be for me the number one in this field, that would be Greg Chaitin. I would say very modestly that 25 years ago, the conversation I had with him was the most important conversation in terms of reaching, reality. What is really at the origin of reality, diving into the realm of mathematics. Je vais poursuivre donc mon exposé en français. Les organisateurs que je remercie m'ont posé cette question. Quel sens peut-on trouver dans un monde complexe? Comment les approches de la complexité peuvent-elles nous aider à trouver un sens? Donc ce mot « trouver », je vais répondre tout de suite en disant que moi, je vais jouer peut-être une partition un peu différente sur ces questions de science et religion, science et quête de sens. Je ne pense pas trouver du sens. Je pense que la question nous indique plutôt un diagnostic un peu différent, et j'essaierai de présenter ça. Pour les questions de complexité, donc je renvoie à ce travail qui a fait l'objet de plusieurs éditions. Il est sorti donc aux presses de l'université, de l'UM6P, il est sorti dans une très belle édition. Mon collègue de la chaire Complexité et Humanité, Nick Sperigiou, travaille à la traduction en anglais. Donc, je vous renvoie à ce texte. Je vous renvoie aussi pour toutes les questions de complexité, parce que nous donnons des cours, nous animons des séminaires, au site de la chaire Complexité et Humanité à l'Africa Business School au sein de l'UM6P. Et on a parlé de Leibniz, et pour moi aussi Leibniz c'est très important. Dans le site, tout en bas de la page, j'ai cette citation de Leibniz, de la monadologie, qui est le petit traité résumant la Théodicée. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup et qui, pour moi, exprime une des possibles manifestations de la complexité. Chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons, mais chaque rameau de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Donc vous voyez que les approches de la complexité existent depuis toujours. Simplement, ce qui s'est passé avec la science, c'est qu'aujourd'hui, on peut les mettre en équation physico-mathématique. Et je dirais qu'il y a toujours eu des approches de la complexité, mais pour relier disons, au monde de la spiritualité, au monde des sagesses antiques, ça s'exprimait dans un langage différent du langage scientifique. Et aujourd'hui, grâce à l'informatique, nous pouvons calculer ce qui ne pouvait peut-être faire à l'aide du papier et du crayon. Donc voilà, ce qui est très intéressant, c'est de voir des expressions de la complexité, disons, chez des penseurs comme Leibniz, qui est aussi le co-inventeur du calcul différentiel qui est à l'origine de l'explosion de la science classique et des progrès considérables que cela a permis. Très court, très résumé, très rapide, extrait d'un cours que nous donnons ici. Qu'est-ce que c'est que les caractéristiques des systèmes complexes? Comme vous voyez là, la complexité existe toujours dans les systèmes naturels. Donc ça a toujours existé. Donc le vivant, etc. Nous avons maintenant ce développement des systèmes artificiels que vous voyez là. Et les principales propriétés complexité des systèmes complexes, c'est l'émergence, l'auto-organisation, la non-linéarité, le feedback, la datation.
C'est ça, disons, ce n'est pas très, disons, l'approche, la grammaire essentielle de la complexité n'est pas très, il y a une simplicité profonde derrière cette notion de complexité. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que les systèmes artificiels, c'est-à-dire ces environnements-là, sont en train d'exploser. Le fait que nous avons une communication ubiquitaire, le progrès de la connaissance, font qu'aujourd'hui, le monde est de plus en plus complexe. Dans les siècles précédents, justement, on vivait, les changements survenaient à un rythme beaucoup plus lent. Aujourd'hui, avec, en quelques générations, on est passé, disons, dans des changements foudroyants, et donc d'une génération à une autre, nous voyons l'effet du changement et la complexification du monde. Donc cette importance des systèmes artificiels qui sont peut-être aussi en train de changer l'humanité. L'objet le plus complexe de l'univers, ça c'est un énoncé scientifique, c'est le cerveau, c'est-à-dire l'objet le plus complet connu de lui-même. Hein, voilà. Donc, vous voyez, il y a autant de neurones, ou peut-être plus que d'étoiles dans la Voie lactée. Chaque neurone décharge des millions de milliards de fois par seconde. Voilà, c'est absolument hallucinant comme processus massivement parallèle. Alors, la complexité, je vais très rapidement, c'est garder l'idée que le tout, c'est l'expression, disons la phrase un peu célèbre, le tout est plus que la somme des parties, et que plus, c'est différent. Hein, more is different. Alors, évidemment, ça s'exprime dans toutes sortes de phénomènes très différents. Donc, il y a un effet de changement de niveau. En fait, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que la question du sens, c'est presque positionnel. C'est pas quelque chose qui relève d'un mystère. C'est que ici, il n'y a pas une magie dans cet énoncé. Le tout est plus que la somme des parties. Simplement, les propriétés d'un tout ne correspondent pas à l'addition des propriétés des éléments de base. Ça, c'était la vision un peu classique. Hein. Pour connaître un tout, on analyse les éléments rudimentaires et l'addition nous produit, disons, l'explication du tout. Dans des systèmes complexes qui triomphent dans la nature, qui culminent dans les mots, ça fonctionne différemment. Et donc, je pense que ce qui paraît fascinant ou magique, ou même peut-être spirituel, mais qui ne l'est pas, c'est ce passage de niveau. Et donc, je voudrais dire que le sens, là, il n'y a pas de mystère, c'est positionnel. C'est le fait de passer d'une échelle à l'autre qui montre qu'il y a quelque chose qui se produit de qualitativement différent. Voilà. Donc les tout de parties et les parties de tout. Donc c'est ces échelles toujours de niveau que l'on voit. Et à mon avis, c'est ça qui donne l'impression d'un mystère. Mais les sciences ont pu montrer par le calcul, grâce à l'ordinateur, comment fonctionnent et comment émergent ces propriétés. Et donc les échelles et les niveaux de complexité sont extrêmement variés. Voilà, depuis les origines, les particules élémentaires jusqu'à la formation des galaxies. Et voilà, donc on a ces passages qui expliquent. J'en viens maintenant à ça, c'était juste un petit bref rappel pour voilà, de quoi on parle quand on dit complexité. Il n'y a rien de mystérieux derrière ça. C'est des propriétés qui sont analysées par des sciences rigoureuses en mathématiques, en physique, mécanique statistique et en biologie, notamment les sciences cognitives. J'en viens maintenant à la partie, disons, science et quête de sens. Cette notion de quête de sens, je pense qu'elle est très importante parce qu'elle décrit l'état de notre civilisation, de nos sociétés. Nous sommes aujourd'hui dans une profonde crise du sens. Je dirais que ça ne fait de doute pour personne. Nous sommes un peu perdus. Donc je pense que cette notion de quête de sens, elle est importante pour donner un diagnostic. Que malgré tous nos progrès, malgré toutes nos possibilités, toutes les promesses, toutes les potentialités, nous manquons de vision, nous manquons de... Quel est le projet? Hein, nous avons toutes sortes de risques qui pèsent sur nous. Et à ce stade-là de mon exposé, j'ai presque envie de prendre un chemin, de coller vraiment aux réalités. Aujourd'hui, moi, je suis vraiment anéanti. Je suis heure par heure ce qui se passe au Moyen-Orient depuis 2 mois. Cette géopolitique de l'immonde. Tout le monde appelle à la paix, voilà, l'humanité, les religions
doivent servir à, voilà, à apporter la paix. Regardez qu'est-ce qu'on fait avec des visions de l'utilisation du religieux, l'instrumentalisation, le fait que le monde a changé, le monde est complexe, mais nous sommes coincés dans des visions classiques. C'est-à-dire on ne veut pas reconnaître la complexité. Et même pour ce qui se passe, ce drame qui se passe, nous sommes là dans ce monde VUCA. Hein, tout le monde parle de volatilité, uncertainty, complexity, ambiguity. Mais là, voilà le monde VUCA. VUCA, c'est un concept militaire pour décrire les nouvelles formes de conflictualité, les conflits asymétriques. Hein, et on désigne sous terrorisme ces nouvelles formes. Mais aujourd'hui, c'est ça les formes de guerre. Et aujourd'hui, on applique une vision classique. Le monde appelle, les opinions publiques sont mobilisées pour la paix, et nous n'arrivons pas à changer. Regardez cette puissance de massacre. Ce sont des effets de complexité. La complexité, c'est pour le meilleur et le pire, c'est-à-dire c'est des phénomènes qui peuvent produire des choses très créateurs, mais les mêmes mécanismes instrumentalisés peuvent conduire à des désastres et expliquer aussi des catastrophes. Et donc, là aussi, cette théorie de la complexité peut pour nous éclairer à comprendre ce qui va mal. Nous n'arrivons pas à penser avec les outils de la complexité. C'est des concepts très à la mode. Mais malheureusement, les élites, nous avons un problème de renouvellement des élites. Depuis des décennies, nous avons des volontés de changement qui arrivent. Rappelez-vous les années 2010, les mouvements sociaux, les révolutions arabes, etc. Nous n'avons pas ce renouvellement des élites. Et nous sommes bloqués dans des logiciels extrêmement compliqués. Je parle des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées et taillées à la mesure des grands empires, des grands systèmes. Et aujourd'hui, la plupart des pays étaient des pays colonisés. Et aujourd'hui, tous ces pays aspirent à changer le monde et nous sommes bloqués parce que on fonctionne dans l'ancien monde. On n'a pas compris que voilà. Alors, du coup, quel est le rapport avec les religions? C'est que dans cette question du religieux, je pense que ce qui sort un peu tout au long de ce colloque, c'est que l'idée, il faudrait réformer ou revoir ou critiquer la science et que la spiritualité ou les religions pourraient nous aider. Moi, j'ai pris ce travail de science et religion depuis plus de 10 ans et pour moi, c'est le contraire que je fais. C'est que j'ai voulu approcher la religion et disons, pour proposer une critique du théologico-politique. Parce que la religion, elle devrait être mise au service de la paix, au service de la science, au service... Et on voit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le religieux. Les religieux sont aussi critiquables. N'oublions pas que les sciences sont venues aussi... Il y a eu des guerres de religion, il y a eu des intolérances, il y a eu l'inquisition, et que le monde de la science classique a voulu s'émanciper aussi de ces mots. Et qu'aujourd'hui, nous avons des religions suprémacistes qui refusent les autres, un peu dans toutes les religions. Regardez aussi la détestation de l'islam en Europe, etc. Donc c'est pour dire, et aussi les problèmes, le fait qu'il y ait disons une expression un peu plutôt belliqueuse ou politique, etc. Donc la religion a aussi besoin d'être repensée et d'approcher du point de vue de sa religion dominante, sa raison dominante. Et je dirais que nous sommes à une étape de modernité tardive et que face au complexe, au mystère, je ne crois plus à des significations préexistantes. Face au mystère qui nous échappe, face à l'inconnaissibilité à Dieu, je ne crois pas que nous devons chercher des significations préexistantes en attente d'être déchiffrées. Je pense qu'aujourd'hui, la modernité, c'est ça qu'elle exprime, c'est que les croyances sont très vivantes, elles ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas une attente. Si on est en quête, c'est qu'on est en perte d'identité. Il y a un proverbe arabe qui est un peu schématique. Celui qui a perdu quelque chose, qui est perdant, n'a rien à donner. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire, celui il peut produire le sens. Donc moi, je défends l'idée, plutôt que de chercher le sens, de le produire, de créer ce sens, de l'imaginer. Hein, donc c'est l'idée aussi du scientifique, le disegno. Vous savez comment on peut traduire le disegno en arabe? Nia. C'est une projection vers l'avenir. C'est une intention, mais aussi une invention. Voilà. Donc, c'est un peu cette démarche que j'adopterai dans cette phase. Et donc, je dirais que aussi, je ne vois pas trop de problèmes dans les sciences, dans le domaine des sciences. Aujourd'hui, l'université produit des gens extrêmement bien formés du point de vue des sciences dures, de la technologie. Ce qui est déficient, le parent pauvre du monde du savoir, ce sont les sciences sociales, les sciences humaines,
ce sont les approches, les sciences des religions. Et aujourd'hui, voilà, si vous voulez acquérir un métier, vous ne passez pas par ces filières. On dit que c'est les filières de ceux qui n'en ont pas. Donc, si la partie déceptive de nos corpus, c'est plutôt du côté des sciences sociales, des sciences humaines, et c'est là où je dirais tout l'effort, c'est d'amener cette compréhension de la complexité et de lui donner aussi un nouveau sens. Dans cette modernité tardive, je dirais que pour moi, la quête de sens, c'est une perte de sens, donc c'est un constat pathologique. C'est un problème d'identité. C'est pour ça aujourd'hui qu'on se raccroche soit à des extrémismes, ou soit à des... Regardez, aujourd'hui, nous nous retrouvons un peu comme dans les années 20 du siècle passé. Là où il y a des élections, c'est les populistes, c'est les extrêmes droites qui l'emportent. C'est, disons, la bouc émissarisation, le musulman, l'immigrant, le rejet de l'autre. Donc on est vraiment dans des dynamiques. C'est là où justement on aurait besoin que les religions, que la spiritualité, que le sens nous amènent à prendre conscience que nous sommes dans un monde globalisé où la prochaine civilisation sera mondiale ou ne sera pas. Et donc, regardez, moi, je travaille sur la quête de sens, mais je serai plutôt dans la conquête du sens, dans la reconquête du sens, et ne pas ne pas faire confondre le sens, qui est un effet positionnel et de surface, avec la vraie vérité et la réalité. Et voilà, on peut prendre l'exemple du monde informatique. Quand vous le monde informatique, la sémantique, la signification n'a aucune place. Quand vous faites de théorie de l'information, de la théorie de la communication, je dirais, c'est une syntaxe, mais la question de la signification n'apporte peu de ce qui est transporté. Et regardez comment l'informatique est aujourd'hui en train de progresser et nous a transformés, nous sommes en train peut-être de franchir le mur du sens. Alors on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on dit que peut-être elle pourrait accéder au sens et dépasser l'humain. Moi, je ne pense pas que nous y arriverons, mais je pense que nous sommes en train de franchir le mur du sens d'une manière négative, dans le sens où l'humain aujourd'hui est en train d'être machinisé, où justement il est peut-être plus bête, j'aime pas ce mot, mais plus bête que les machines qui sont censées le servir et qui en réalité sont en train de la servir. Donc vous voyez que ces approches non linéaires, non déterministes, etc., peuvent produire des effets extrêmement d'interférences constructives, mais aussi tout aussi négatives. Je dirais que voilà, c'est une forme d'interdépendance. Et donc, l'idée, toujours encore une fois, c'est que je défends, c'est d'inventer le sens plutôt que le découvrir. Voilà. Et donc, je veux signaler aux dessinateurs l'état de la science aujourd'hui. Disons, à la fin du XIXe siècle, les scientifiques, normalement, pensaient que l'œuvre de la physique et des mathématiques était, pour l'essentiel, quasiment achevée. C'était juste avant la révolution quantique. C'était Poincaré venait de découvrir le chaos déterministe. Mais un siècle plus tard, voilà, on se dit, maintenant on est certain que la science fait des progrès gigantesques, mais à chaque progrès de la science, l'immensité de l'ignorance augmente. Il y a des choses que nous ne saurons jamais sur l'univers. Donc, je dirais que l'état de la science, c'est les limites du connaissable, et peut-être il y aura un dessin sur ça qui pourrait illustrer cette image. Aujourd'hui, pour définir les limites du connaissable, la situation des scientifiques, c'est cette plaisanterie, c'est un ivrogne qui cherche dans la pénombre ses clés. Voilà, l'ivrogne cherche ses clés sous la lumière, en fait, puisque c'est là où il y a de la lumière, c'est là où il peut voir, il peut les repérer. Et bien, c'est exactement ça, la situation du scientifique aujourd'hui. Et cette métaphore, c'est pas moi qui la propose, elle a été reprise par de nombreux scientifiques pour décrire l'état. C'est-à-dire, nous progressons, mais en même temps, l'immensité de l'inconnaissable est aussi très, très important. Alors, je vais essayer de reprendre le contrôle. Alors, je ne sais pas. Alors, c'est parti. Voilà. Alors, la situation du connaissable. Alors, ceux qui s'enfoncent dans la pénombre, qui est-ce que ça peut être? Alors, voilà. Il y a d'autres gens qui cherchent les clés, mais ils s'enfoncent dans la pénombre. Et ceux-là, ce sont les génies, ce sont les mystiques, ce sont les sorciers, ce sont les chamans, ce sont les démons. C'est ça qui est intéressant. C'est de voir un petit peu, voilà, comment fait-on?
Je travaille sur cette question dans le cadre de mon livre. Ce livre est sorti aussi au Maroc, c'est aussi disponible. Il y a des petits problèmes de diffusion, mais l'édition, les deux livres sont beaucoup mieux édités que les versions françaises. J'ai repris l'exemple du limite du connaissable selon Maïmonide, dans son guide très mal traduit. C'est pas guide des égarés, c'est le guide des perplexes, Dalalat al-Ha'irin. Et il montre qu'en fait, les hommes de la perfection, Insan Kamil, moi je traduirais par l'homme de la complétude, ce sont des gens qui sont éclairés, ils sont traversés par des fulgurances, hein, et ils sont dans une nuit profondément obscure, et parfois il faut briller un éclair, et ils ont la connexion au divin, à l'inconnaissable. Hein. Alors il y en a parmi eux à qui l'éclair brille coup sur coup, de sorte que pour ainsi dire, ils sont constamment et sans discontinuer entourés de lumière. Ce sont les prophètes, ce sont les saints, etc. Voilà, donc ça, cette image de la pénombre, voilà. Et même pour ces individus, nous dit Maïmonide, même pour ces individus, quand ils vont rendre compte de leur réalité, que ce soit verbalement ou par esprit, en fait, il leur est pas possible d'exposer ce qu'ils ont saisi de l'inconnaissable avec une clarté parfaite et par ordre, comme il ferait pour d'autres. La chose apparaîtra et se fera entrevoir, et ensuite elle se dérobera. Donc j'aime bien cette idée, voilà, j'ai schématisé cette idée de l'accès. Il y a un sens directionnel du raisonnement et de la foi. C'est-à-dire que le Coran, qui n'est pas d'inspiration, il n'est pas platonique ou d'inspiration grecque, et on a été un peu retardé par l'influence des Grecs. Il est tourné vers le concret pour démontrer la preuve, pour apporter la preuve de l'existence de Dieu. Le Coran mobilise pas la connaissance conceptuelle, ou disons, c'est les captations des sciences. Il nous invite à observer l'alternance des saisons, du jour et de la nuit, la richesse de la nature, la colossale créativité. C'est une manière de démontrer l'existence d'un principe créateur de Dieu. Donc il y a un chemin, c'est-à-dire que ce n'est pas juste la foi, mais une manière la raison et la foi nous permettent de partir de l'idée d'un principe créateur de Dieu vers le monde, l'univers et le monde. Hein. Donc ce sens-là, c'est le sens du religieux. Et donc, c'est une possibilité. Le chemin inverse, accéder à la réalité de Dieu, Dieu est inconnaissable en l'islam, il est mystère. Cette fonction retour est cryptée et elle est par intermittence. Ce que disait Maïmonide, hein, seuls les prophètes, les saints, les génies, les fous, les démons, et j'inclus dans ces génies et ces fous Gödel, Cantor, Nietzsche, vous voyez, ces gens-là ont accès à une réalité non ordinaire. Voilà. Mais c'est par intermittence. Hein. Donc, ce chemin-là nous est définitivement hors d'atteinte. C'est des fulgurations. Et c'est ça peut-être qui fait la différence entre la science et les gens d'une science profonde. J'ai schématisé pour exprimer l'idée que, en fait, la complexité des phénomènes, face à la complexité des phénomènes, vous voyez, on a la réalité, il y a la perplexité, donc ce dont tu as évoqué, et en fait, la perplexité, c'est l'autre versant de la complexité. Face à la complexité des phénomènes, vous avez la perplexité qui est l'attitude des gens d'une science profonde. Mon livre se concentre sur cette notion de haqq qui a plusieurs significations. Le réel, voilà, la réalité. Hein, donc, voilà la réalité. La quête de science, je vais juste conclure sur... et puis sur Dieu. En fait, j'ai montré que, en fait, au cœur voilà, le Coran a été expliqué selon des topics de la révolution mécoise, médinoise, où on a expliqué que les sourates mécoises, révélées mécoises, c'est plus, disons, eschatologique, sur les dimensions métaphysiques, etc. Médinoise, c'est plus législative. On a montré que les signes coraniques, on développe des aspects logiques. Il y a métalogique, le Coran parle de lui-même. Tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Il renvoie à des notions de biologique, d'anthropologique, de cosmologique. Et en fait, la rationalité élargie du Coran, c'est le haqq, c'est cette notion, qui s'est dérivée, qui approche 300 mentions dans le Coran. C'est à la fois, yani kul ma'ani al-kalimat al-haqq,
C'est ça, c'est le droit, Dieu, le réel, la vérité. Et en fait, moi, mon travail, ça a été de proposer une autre manière de voir la complexité coranique. Au cœur du Coran, de l'épistémé, il y a cette notion de l'haq. Et donc, le haq, c'est en fait le cœur du réacteur. Et être un musulman aujourd'hui, c'est la définition que je propose d'un musulman. Un musulman, c'est quelqu'un qui explore cette notion de haq, qui est en poursuite du haq tout au long de sa vie. Et toutes les réalités qui sont signifiées par ce mot de haq, donc Dieu, le réel, le droit, la vérité, c'est ça le parcours de l'homme de foi. Et surtout de le mettre en acte aussi. Ce qui est important, ce que je voudrais dire, c'est que dans le Coran, nous avons ce risque d'adoration de la langue ou de la lettre. Parce que chez les sémites, autant chez les hébreux que chez les arabes, il y a une croyance que la signification, elle est de l'ordre de l'éternel. Et que les mots, et que la langue est sacrée, elle est divine. Mais ce n'est pas ce que dit le Coran. Le Coran met en acte le verbe. Un verbe qui n'est pas mis en acte conduit à ce que disait Spinoza, à l'adoration superstitieuse de la lettre. C'est pour ça que je reviens à la question du sens. Pour moi, le sens, c'est l'agir. Pour moi, la quête du sens, il faut produire le sens. Et pour produire le sens, il faut s'insinuer dans l'événement, dans l'agir. Et donc, c'est le véritable épistémé du Coran. Le Coran n'est pas grec dans son esprit, ce n'est pas conceptuel, c'est la mise en acte. Des signifiants qui ne sont pas réalisés, et c'est ça le drame. Pourquoi j'ai fait une critique du théologique? C'est qu'aujourd'hui, les musulmans ne sont plus capables de passer à un agir. En l'espace de quelques dizaines d'années, la révolution musulmane a mis des hommes et des femmes qui sont mis à agir, ils ont créé une civilisation ouverte aux sciences, etc. Et nous avons perdu ce sens de l'action. Et encore une fois, je reviens, je veux que nous sachions que nous sommes défectueux du point de vue des religions, du point de vue des sociétés. Ce n'est pas les sciences qui sont le problème, c'est notre capacité à prendre en compte les visions que nous apportent les sciences et à renouveler revivifier les religions, revivifier pour changer le monde et pour ouvrir un monde de paix, un monde où nous sommes des privilégiés aujourd'hui ici, nous sommes des gens qui n'avons pas de problème économique, nous pouvons voyager d'un pays à l'autre, mais le monde va mal et nous avons l'obligation de travailler et de nous surpasser et de ne pas, parce que nous sommes des privilégiés, penser qu'autour de nous tout va bien. Le monde va très mal. Et donc, je dirais que le défi que je lance aux gens de religion, c'est essayer d'avoir ce regard autocritique que les scientifiques ont été capables de faire tout au long de l'histoire des sciences. C'est un mouvement perpétuel. La science cherche le mouvement perpétuel. Elle l'a trouvé, disait Victor Hugo, c'est elle-même. Et cette capacité à critiquer ses propres fondements est ce qui permet d'avancer. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'histoire des sciences, qui est universel, et les Arabes, les musulmans ont joué un grand rôle. Et pour conclure, je dirais que l'UM6P a la possibilité d'être aujourd'hui une maison de la sagesse, et j'espère que de cette enceinte, nous aurons la capacité de changer des choses dans notre société, en Afrique et peut-être aussi dans le monde. Je vous remercie, j'ai fait un peu long.